8 previews. En 2 jours. Oui, monsieur. Les Knicks are back. Et les Hawks are back aussi, wesh. Oh, Ça fait moins longtemps que les Knicks. Tout à fait, mais attention. Attention. Rappelle-toi la saison à 60 victoires. C'est ça, attention au Avec favoritisme. cette jolie finale de conf. Non, finale Avec de cette- conf Non, demi-finale de conf. Demi-finale de conf. Avec Roy Hibbert qui compte Carmelo Anthony. Comment ça va, Alex? Mais ça va bien, nickel. Eh bah écoute, On est prêt pour retrouver le Madison Square Garden, ça va être quasiment full. tout à fait. 15 000 pélos qui vont se ramener mode pour essayer playoff. de chasser du pigeon. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise. Cette odeur, mais c'est l'odeur des playoffs 2021, ça y est, nous y sommes. Les 8 previews en 2 jours, elles continuent. Il y en a déjà eu 6, si je ne dis pas de bêtises, qui ont déjà été envoyés. On a fait du Bucks Heat, du Clippers Mavs, allez, du Nets Celtics, un petit peu de Nuggets Blazers, du Sixers Wizards et du Suns Lakers. On enchaîne évidemment avec le match de 1h du matin ce dimanche, qui sera d'ailleurs commenté en direct. Je le rappelle pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, on le remet une 157e fois. Voilà. Rendez-vous notamment ce dimanche pour le Suns Lakers commenté à 21h30, puis le Game 1 de Knicks Hawks au Madison Square Garden. 15 000 personnes dans le jardin de Spike Lee, le plus gros événement indoor de l'État de New York depuis le début de la pandémie. Voilà, Je préfère c'est être ça. très clair, Ouais, c'est clair. histoire de mettre un peu de hype. On a fait la preview de Suns Lakers qui a apporté un énorme saut de hype. J'ai envie de dire, passons à Knicks Hawks qui va ramener à mon avis 2-3 audiences, mon pote. Les Knicks en playoff, quoi. En plus, avec une belle équipe. Avec une belle équipe, tout à fait. C'est le Juice Randle Time, c'est le Tom Thibodeau Time. Les previews, elles ne changent pas. On garde la même trame comme d'habitude. On va commencer par la dynamique des deux équipes. Ensuite, Alex, on fait quoi ? Le point tactico-technique. Exactement, en hommage à Didier Deschamps pour parler un petit peu de ce qui se passe sur le terrain avec des gros entraîneurs qui vont s'affronter. Ensuite, on fait un focus sur les joueurs et on termine avec Avec le pronostico. The pronostico. savoir ce que vous allez mettre. Est-ce que vous êtes objectif ? Est-ce que vous avez du cyanure dans votre café ? Je ne sais pas, on verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous attend dans les commentaires. C'est une très très grosse preview. Moi, je vous avoue que j'ai très hâte parce que, en effet, Alex, je te le cache pas, oui, les Knicks sont de retour en playoff. Mais Atlanta aussi, c'est la confirmation d'un projet. On n'en parle pas beaucoup quand même de leur Belle saison. hype, hein, Atlanta. Hein. Bien Attention, sûr. Et c'est une sacrée saison, on va devoir en parler en long et en large. Donc je t'ai Quelle laissé te saison régaler sur les Suns. On va devoir en parler évidemment dans la dynamique des deux équipes avec les Hawks. Quelle saison ? Point d'exclamation. Enfin, je te laisse y aller, mais les Hawks, c'est de la belle saison. Hein. Bah tu sais quoi, avant de parler des Hawks, parlons de New York, je t'en prie. 3e meilleure défense de la ligue. Le Thibodeau Effect. Tout à fait. Il est sur le podium des Coach of the Year, c'est normal. Bien sûr. Le turnaround, le changement qu'il a apporté à ses Knicks, oui, il peut être imputé aussi à certains joueurs et tout, mais il y a du Thibodeau, ça se voit. Cette équipe, elle hustle à la Thibodeau. Cette équipe, elle se bat à la Thibodeau. Ses titulaires, ils jouent 46 minutes par match. Bah voilà, c'est du Thibodeau, quoi. Ça défend dur, ça attaque bien stéréotypé. Hein, voilà, Monsieur Thibodeau. Donc il a mis son empreinte sur ses Knicks, qui ont fait une saison défensive absolument magnifique et qui ont bénéficié d'un Julius Randle stratosphérique, qui est devenu All-Star, qui va être MIP. Ah lui il est qui pas a que sur le été podium. Hein. Clutch de ouf, qui a envoyé des perfs incroyables dans les matchs où il fallait, où à chaque fois qu'on se disait ça y est, les Knicks, ça va être compliqué, regarde leur calendrier. Bah non, non, ils ont rien lâché. Hein. Tu te rappelles quand on avait fait Le bilan de mi-saison. Hein. Ouais, ou non, tu sais, la course au play-in, tout ça, on avait regardé tous les deux les calendriers, on avait fait, oh putain, le calendrier des Knicks. Ah mais bien sûr, en sortie de All-Star Game, on regardait ça, on se disait genre, je suis pas étonné si les mecs ça sort. Moi je les avais même mis en confrontation face aux Bucks potentiellement, donc en 3-6. Quand on avait fait, je crois, le playoff science-fiction, le free flow, tu parles, New York, tu leur donnes un pronostic, Top Thibodeau il fait, bon les gars, demain, entraînement à 4h15. Donc c'est vraiment une magnifique dynamique. Ces Knicks arrivent confiants, arrivent motivés, arrivent avec beaucoup de, mine de rien, de certitude. Ils savent comment ils doivent jouer. Bien sûr. Et en plus, ils affrontent les Hawks avec l'avantage du terrain. Donc c'est vraiment, voilà quoi, c'est Non, c'est parfait. très très bonne dynamique pour les Knicks. La dynamique, tout à fait, elle est excellente à New York. On le voit, l'excitation est complètement dingue. Je pense qu'il y a
Il y a des fans qui sont impatients d'avoir leur Game 1, et on le voit là déjà ce samedi soir, ou même demain, là comme tu le disais, avec Phoenix qui retrouve les playoffs, etc. Mais il y a une espèce de d'ébullition là, du côté de New York, même de toute la conférence Est, même des simples observateurs en fait, même nous qui ne sommes pas forcément des fans des Knicks ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un buzz autour du fait que New York retrouve les playoffs, et que c'est pas du chiquet, c'est vraiment une des plus belles feel-good stories de toute cette saison NBA 2020-21, parce que ça a été, comme tu le dis, à la méthode Thibodeau, et en même temps avec une vraie capacité à prendre des challenges et à les relever en fait. Quand tu as des matchs qui sont perdus à Brooklyn où c'était dur, où il y avait Julius Randle qui se plaignait notamment de l'arbitrage en fin de match, etc. Derrière, lorsqu'il a fallu se déplacer à Dallas, lorsqu'il a fallu aller à New Orleans et dans d'autres équipes comme ça a vraiment fait le boulot avec plusieurs garçons qui ont contribué. On est obligé de parler évidemment de la fin de saison de Derrick Rose qui est complètement dingue en sortie de banc, qui lui fait aussi partie des finalistes d'un trophée puisque c'est celui de 6e homme. New York en fait se ramène là en playoff et c'est pas pour faire figuration. Non, pas du tout. C'est pour se battre à chaque match comme ils l'ont fait pendant toute la régulière, quoi. Exactement. Donc la dynamique elle est très très bonne du côté des Knicks. Évidemment, on peut parler maintenant des Hawks qui ont terminé avec 7 victoires sur les 8 derniers matchs de la saison régulière. Moi je suis très content de la dynamique d'Atlanta, je te le cache pas. Grave. Au moment où on démarre les saison, playoffs, aussi, hein. Parce que la saison évidemment au global elle a connu différents visages, on avait fait les previews, on se demandait ce qui allait se passer sur Lloyd Pierce, tout à fait. Il y a Nate McMillan qui débarque et ça a été le jour et la nuit au niveau de la gestion du money time, des rotations des joueurs, de la confiance globale de ce groupe. Vraiment Atlanta, on a vu un différent visage depuis début mars. Le point très positif, moi j'avoue j'étais un peu inquiet, je t'avoue, c'est le fait que là on débarque en playoff avec un effectif quasi complet. C'est-à-dire qu'on a certes Cam Reddish qui est un petit peu encore dans le doute, mais on a DeAndre Hunter qui est de retour, on a Bogdanovic qui a eu des soucis de santé mais qui maintenant est bien. On a un groupe qui est à fond, quoi. On a deux équipes qui vont s'affronter en ayant quasi leur effectif complet, et ça c'est pas mal. C'est un peu... Ouais, et c'est une belle opposition de style. Ouais. Puisque pour continuer dans la dynamique d'Atlanta, les Hawks ont vraiment bien attaqué cette saison. Alors on sait, hein, il y a Trae Young, c'est un générateur d'attaque absolument incroyable, c'est plus une surprise, même dans une saison là où, oui bon, Trae Young et tout, ouais, ça... 25 points et 9 passes de moyenne. 9 passes par match. Ouais. On est augmenté ses pourcentages, tout va bien, ouais, bien sûr. Ça, c'est un générateur d'attaque absolument incroyable, Trae Young. Et de lancer, ça... Hein, on en reparlera. C'est de la triche. C'est hors jeu. Bogdanovic à ses côtés, moi j'ai beaucoup aimé le duo là sur la fin de saison. C'est notamment la modification du line-up de Nate McMillan. Hein. Très très chiant à défendre. Ouais. Tu mets des shooters, là, quand Gallinari commence à mettre dedans et tout. Donc vraiment non. Huerter qui sort du banc, des Capella qui s'est roulé et tout, John Collins qui est quand même pas un manchot en attaque et tout, voilà. Donc non, vraiment l'attaque des Hawks, agréable à regarder, variée, même si le point central c'est évidemment Trae Young, mais tu peux attaquer avec du Bogdanovic balle en main. Non, bien sûr. T'as un mouvement de balle qui est pas dégueu, moi je trouve côté Atlanta. Donc non, c'est une bonne attaque qui va jouer une très bonne défense. Et c'est une défense pas terrible des Knicks qui va attaquer sur une défense pas ouf non plus des Hawks. Enfin, elle est capable, la défense des Hawks, mais elle est pas non plus... Elle est capable, mais enfin... C'est pas sa force première. Trae Young, même sûr, Bogdanovic, moi il me fait pas rêver en défense, Gallinari non plus. Alors oui, t'as un socle avec Capella, et puis tu peux avoir ou du DeAndre Hunter, ou des gars comme ça qui vont quand même... Solomon Hill, tous les garçons qui vont amener de l'impact physique et tout. Ouais. Mais je trouve que les meilleurs line-up des Hawks sont pas très défensifs en fait, voilà. Et je trouve que c'est quand même les meilleurs. En tout cas en image, c'est souvent ce qu'on a vu aussi, parce qu'avec Lloyd Pierce c'était comme ça. Ce que Nate McMillan a montré sur la deuxième partie de saison, c'est qu'Atlanta, qui est un des meilleurs bilans de toute la conférence Est depuis que McMillan est là, Atlanta est capable de montrer des line-up défensifs assez intéressants, c'est-à-dire oh putain, on est bien content de l'apport offensif de Lou Williams, mais en fait tu sors là, parce que là Lou Williams plus Danilo Gallinari, on se fait ouvrir et entrouvrir en fait sur les prochaines possessions. Donc il y a eu des modifications de line-up qui sont hyper excitantes à voir sur le parquet. Le jeu est funky et il y a ce challenge aussi pour les Hawks qui débarquent, comme on le disait avec toute la hype des Knicks, qui débarquent comme absolument pas un favori dans cette série, mais qui pour certains observateurs a l'équipe qui a le plus de capacité offensive, comme tu l'as dit là, New York clairement, sûr, il y a une grosse défense à New York, il y a un gros Julius Randle et un groupe capable d'attaquer, mais l'équipe qui est la plus capable des deux de mettre des gros runs, c'est Atlanta, parce qu'il y a des garçons qui peuvent scorer dans tous les sens. Bien sûr. Il y a des différences d'expérience. On voit aussi que ce sont deux équipes qui retrouvent les playoffs, mais au sein même des effectifs,
Tu vas avoir des choses intéressantes parce qu'entre Derrick Rose et Taj Gibson d'un côté, qui eux quand même ont 2-3 matchs de playoffs dans les pattes, et de l'autre côté, Gallinari, Lou Williams et compagnie qui ont vécu eux aussi les playoffs, Clint Capella, les films de un conférence, peu c'est ce bon. que Après, c'est. c'est pas des équipes hyper expérimentées. Non, quand non, même. bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça aussi qui va rendre la chose excitante. C'est que je pense qu'il y a notamment un espèce de micmac de qui vont être les meilleurs joueurs de cette série, dans quel ordre on les range, parce qu'il y a Julius Randle et Trae Young qui vont être très attendus, mais derrière, qui est le troisième meilleur joueur de la série, qui est le quatrième, le cinquième. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des dynamiques, ça se passe très bien pour les deux équipes qui arrivent en trombe là, vraiment pour ce premier tour des playoffs. Au niveau évidemment de la match-up de saison régulière, 3 victoires des Knicks face aux Hawks. Ça a été notamment Julius Randle mixtape sur mixtape. Il a été énormissime contre Atlanta. Il y a d'autres garçons aussi qui ont contribué. On rappelle que la saison Covid, on l'a dit pour chaque preview, c'est aussi compliqué de se baser là-dessus pour annoncer des playoffs. Hein. Puis ils vous ont un peu violenté. Ça sera un paramètre à regarder dans la continuité des dynamiques. Pas vous faire trop violenter physiquement. Ça, c'était avec notre ami Lloyd Pierce. Avec Lloyd Pierce, peut-être. Ouais. Il y a eu un match des Hawks sous Nate McMillan, c'est celui qui va en prolongation, notamment avec Bogdanovic qui est dans le corner, avec Trae Young qui se fait mal derrière. C'est un match complètement dingue où Julius Randle termine ça. Ouais, je me rappelle. Je pense que c'est celui-là notamment, et d'autres sur lesquels on va pouvoir se baser. Knicks Hawks, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en parle pas souvent sur les dernières saisons, mais à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est des matchs qui vont en overtime, où il y a des quadruples prolongations, où il y a des grosses performances. Moi, je suis ultra excité. C'est un bet de challenge pour Atlanta. Je préfère largement, je t'avoue, jouer New York que Miami au premier tour. Je te cache pas. Largement. Je préfère largement. Et en plus de ça, il va y avoir une plateforme médiatique à la fois pour les Knicks et pour les Hawks, parce que tu vas avoir des matchs en antenne nationale qui vont être énormes pour tous les joueurs, quoi. Non, c'est clair. Non, mais deux équipes avec de très belles dynamiques, les deux. Des jeunes, de la confiance, des coachs qui ont beaucoup à prouver aussi à la tête de ces effectifs-là. Bien sûr. Non, franchement, c'est bien. Ça va être complètement dingue. Et donc forcément, on va devoir enchaîner avec le fameux point Le hashtag tactico-technique. Tout à cher fait. à Karim Benzema et à tous ceux qui crient leur nom en bleu. Exactement, crie mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Le point tactico-technique fidèle à Dedesh, on va devoir parler stratégie et on fait de l'expertise avec un H majuscule. Dites-nous, vous, ce que vous allez surveiller en premier dans cette série. Alex, the floor is yours. Qu'est-ce que tu as mis en point tactico-technique ? L'opposition entre Julius Randle et les big men d'Atlanta. Secteur clé, à mon avis, sur cette série. Il y aura du Nerlens Noel pour épauler un peu Randle, mais Randle va avoir des responsabilités énormes, notamment en attaque, et ce qui va donc impliquer des responsabilités énormes en défense pour les big men d'Atlanta. Puisque Thibodeau n'est pas un coach offensif de génie, mais il a très bien compris qu'il va mettre un pivot à côté de Julius Randle pour lui donner plus de liberté à Julius Randle, pas besoin qu'il ait trop à aller faire les poubelles, et surtout que ça soit un peu emmerdant pour les Hawks, comme ça Capella il a quand même un pivot à s'occuper, et donc ça va obliger beaucoup, on va voir les phases de jeu, mais des Gallinari et des John Collins à se bouffer du Randle. C'est obligé en fait. Ça va arriver souvent en fait. Après, alors des switches et tout, il se passe plein de choses, mais on sait que Randle maintenant il a la balle en main. Enfin, c'est Julius Magic Randle quand même cette année. Non, tout à fait, ouais, c'est LeBron. Balle en main, c'est ça voilà, c'est un mélange entre Zion et LeBron. C'est bien. C'est bien. On n'est pas trop en train d'exagérer avec mais les si Knicks, tu vas sur la 5ème avenue à Manhattan, les mecs vont dire ah ouais c'est ça, ouais c'est ça. Zion je pense et qu'il mérite LeBron, une statue. Bon. Ouais. Donc, Julius Randle va avoir la balle en main. Julius Randle, on attend son scoring, on attend sa qualité de création, on attend de lui, il va avoir les ballons dans les moments chauds et tout. Va y avoir des ISO, va y avoir beaucoup de systèmes pour lui, et comme il vient du poste 4, on va voir comment ça va être positionné, deux équipes qui aiment bien courir mais qui savent aussi jouer demi-terrain. Et donc l'opposition que Randle va trouver en face de lui va souvent être du Gallo, du DeAndre Hunter potentiellement, et du John Collins. Après, en fonction des switches, encore une fois, ça va bouger. Mais voilà, ces big men-là, ces postes 4, un peu de Capella quand ça switch ou quoi, ont une mission très importante, c'est de stopper un des mecs les plus chauds de la saison, quoi. Tu vois, bien sûr. Et il faut le contenir. Parce que si tu le contiens, l'attaque de New York, c'est plus la même. Non, bien sûr. Si tu arrives à faire déjouer Randle, on va peut-être pas s'enflammer non plus, parce que dans tous les noms que j'ai cités, à part éventuellement
Non, même pas. Il n'y a pas encore de défenseurs élites. Je veux dire, Gallinari et John Collins, hein, voilà. Non, C'est pas leur faire offense que de dire qu'ils sont pas des défenseurs élites. DeAndre Hunter pourrait le devenir, mais c'est un pourrait le devenir. Et Capella, c'est un bon défenseur, mais c'est pas sa match-up préférée. Hein. Pareil. Hein. Randle, c'est pas cool pour lui, quoi. Tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Et donc ces mecs-là vont se faire bully dans le périmètre, vont se faire emmener sur des drives, vont devoir être serrés sur Randle quand il chauffe un peu. Enfin, il y a une vraie match-up. Et de l'autre côté, Randle, c'est un vrai défi pour lui parce qu'il va devoir s'ajuster entre les matchs face à une défense qui elle-même va s'ajuster aussi. Et on va lui envoyer machin et on va le faire sortir. On va attaquer sur lui aussi. Parce que de l'autre côté, on va filer des ballons à John Collins. On va dire, si tu peux faire des fautes à Randle, vas-y mon grand. Bien sûr. Vas-y, hein. open the floor. Et puis quand c'est Gallinari, Randle va sûrement falloir qu'il fasse les efforts pour aller le chercher. Éviter que Gallinari soit trop ouvert et tout. Donc c'est vraiment... un secteur clé pour moi, c'est cette opposition entre Julius Randle et les big men d'Atlanta. Je suis bien d'accord. Vous m'avez compris. Pour compléter sur ce que tu disais, en tout cas, des bruits qui s'échappent gentiment d'Atlanta, puisque comme vous le savez, je suis branché Hawks H24 quand ce ne sont pas les poteaux d'Espérance. Ce qui est prévu en termes de match-up, c'est vraiment de mettre en focus du DeAndre Hunter sur Julius Randle. Essayer notamment de le contenir pour ouvrir vers les Capella, vers les John Collins qui viennent eux en rotation. Donc il va y avoir évidemment du John Collins aussi comme tu as mentionné. Ils vont essayer d'éviter au maximum du Gallinari parce qu'il y a un autre garçon, j'en parlais, Solomon Hill, qui va être aussi parfois emmené en mission parce qu'il a un coffre quand même, Solomon Hill. Alors évidemment c'est pas le coffre de Julius Randle. Il est petit tout à fait, mais ce que je veux dire par là c'est que même DeAndre Hunter, il est pas non plus immense, tu vois. Non mais il est plus long avec les bras et tout. Tout à fait. Mais ça va être une des missions principales. Nate McMillan en avait fait notamment écho de voir justement en retour de blessure ce que DeAndre Hunter pourrait donner en match-up direct contre Julius Randle. C'est pas un cadeau. Hein. C'est absolument pas un cadeau. Et c'est marrant que tu mentionnes notamment de l'autre côté du terrain parce que un des aspects qui est aussi pas mal discuté, c'est qu'on a un garçon, John Collins, qui, comme d'habitude, on n'en parle pas souvent. On essaie de voir évidemment ce que ça va donner sur cette saison. Et sur cet été, John Collins, on le sait, il y a un gros contrat à aller chercher. Si John Collins fait une grosse série contre Julius Randle, regardez-moi l'agent de John Collins, il est comme ça. C'est clair. Il va être comme ça, il va se dire, fais voir, le même avec les billets là, c'est le même avec les paquets de billets là. Exactement. Allô, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Non, mais c'est hyper intriguant de voir comment est-ce que ça va se passer pour Julius Randle. Et puis on sait aussi que les défenses se resserrent en playoff. Donc comment est-ce que ça va se passer pour Julius? Est-ce que la saison régulière, elle est prolongée par des énormes playoffs? C'est clair que ça va être hyper excitant. Comme pour toi, quelque part, Anthony Davis te fait cauchemarder. Moi, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que Atlanta va s'ajuster parce qu'il a été énorme en ajustement sur la saison régulière. Ah ouais, non, c'est clair. De grosses match-up, hein. C'est la clé. Hein. Enfin, c'est une des clés. Tout à fait. Qu'est-ce que t'as, toi, en tactico-technique, là? C'est l'heure de la bataille des entraîneurs. C'est l'heure de Monsieur Nate McMillan versus Tom Thibodeau. Ça commence rien que déjà là, je ne sais pas si tu l'as vu dans les déclarations, il y a Nate McMillan qui nous dit « Oui, mais tu sais, la NBA, ils ont besoin aussi que les Knicks, ils aillent en play-off. » Et puis à Tom Thibodeau, on lui dit ça, il fait « Ouais, enfin Nate McMillan, il pourrait aussi gentiment la fermer, parce que je crois que quand on nous a supprimé 6 joueurs en finale 99, c'était pas non plus du cadeau. » Ça y est, les deux... c'est des OG, c'est des anciens. Ils font partie de la course des coachs de l'année. Évidemment, Tom Thibodeau, il est podium, il pourrait être coach de l'année. Nate McMillan, rien que sur sa demi-saison, il mérite quelques votes parce qu'il a été énorme dans le changement des Hawks et de leur paysage global de la saison 2020-21. C'est des coachs défensifs, d'expérience, capables d'ajuster les choses. D'un côté, Nate McMillan, qu'est-ce que ça donne? On venait de parler de John Collins, il y a un poste à aller verrouiller. Lui aussi, parce qu'il est en intérimaire entre guillemets. Est-ce qu'il va être prolongé là? Il faut essayer de faire une grosse série face à New York. C'est aussi un gars, Nate McMillan, qui contrôle bien son groupe et qui doit essayer de mieux défendre là collectivement sur Julius Randle, de montrer sur la plus grosse des scènes que Atlanta, ça peut battre New York en fait sur une série. Parce que si t'es le coach des Hawks qui sortent les Knicks au premier tour lorsqu'ils sont de retour en playoff, attention là pour Nate McMillan, il va se l'avantage du terrain et tout. Bien sûr. Il va faire genre, les gars, c'est moi le patron. Et de l'autre côté, Tom Thibodeau, j'ai des vraies questions, et c'est pas des questions contre lui, c'est juste des vraies questions qui sont liées à ce qu'il nous a montré ces dernières années. C'est, tu sais, on a souvent dit Tom Thibodeau, reconstruction, super. Tom Thibodeau en playoff, voyons voir.
On avait dit offensivement qu'il y avait une certaine routine dans ce que Tom Thibodeau pouvait nous présenter. Qu'est-ce que ça donne, là, Tom Thibodeau, en termes d'ajustement? Qu'est-ce que ça donne, Tom Thibodeau, le plan qu'il va nous réserver à Monsieur Trae Young? Comment est-ce qu'il va faire défensivement? Est-ce qu'il va se retrouver avec des joueurs dans la pénalité? Est-ce qu'il y a des match-ups où, en fait, Macmillan va faire « Ah tiens, c'est marrant, tu m'as mis Taj Gibson. Est-ce que tu vois Danilo Gallinari à qui il faut sortir, en fait, de 8 mètres parce qu'il va te sanctionner à 3 points ?» Tous ces jeux d'échecs vont être passionnants. Moi, je pense que parmi toutes les match-ups de coach sur ce premier tour, évidemment, on a parlé de Budenholzer versus Eric Spoelstra, on a parlé d'autres garçons. Tout à fait. Mais tu sais que Nate McMillan versus Tom Thibodeau... Non, mais carrément, tout à fait. Non, mais... C'est surtout, la dame de fer. Surtout, comme on l'a dit dans les dynamiques, c'est vraiment deux équipes avec des styles... C'est une opposition de style. Hein. Ouais. T'as vraiment une équipe qui a du mal en attaque et qui défend dur, avec une autre équipe qui a quand même un peu plus de mal en défense, mais qui a par contre qui a du talent offensif. Mais c'est quoi savoir en faire. Ouais. C'est vraiment intéressant du coup. C'est pour ça que je vais suivre ça évidemment. Et évidemment, je me suis gouré, c'est pas le jeu dame de fer, c'est le jeu de la dame. Évidemment, pour le jeu d'échecs, j'étais en train de confondre. Mais quelque part, la dame de fer, vu les défenses qui vont avoir lieu sur la série, ça va pas mal aussi. Bataille d'entraîneurs, il y a plein de choses tactiques à devoir voir. Et puis les ajustements à la fois dans le match et à la fois entre les matchs. Comment ils vont utiliser leur banc, leur rotation? Parce que mine de rien, il y a un peu de profondeur, mais on n'est pas non plus sur des rotations. Enfin, tu vois, genre on sait qu'en playoff, tu resserres les rotations. Et donc, quels joueurs vont être dans les rotations de chaque côté? Quels sont les 3-4 remplaçants de Macmillan? Quels sont les 3-4 remplaçants de Tom Thibodeau? C'est ça, il y a des jouables et des injouables. Hein. Exactement. Et quel est le coach qui s'en rend compte le plus vite? Comment tu casses le rythme de l'autre quand il y en a, les prises de temps mort, les sorties de temps mort. Enfin, non, mais c'est clair. C'est ça. Surtout pour des jeunes équipes comme ça, là, qui n'ont pas forcément pléthore d'expérience sur le terrain. L'expérience du coach va être importante. Ouais. Exactement. C'est exactement ce par quoi j'allais finir. Donc, magnifique cut backdoor avec la passe d'Alex. C'est justement pour ces équipes-là, comme ça. On peut me dire ce qu'on veut. On peut parler de Trae Young, de Julius Randle et compagnie. Quand demain, les playoffs démarrent, le patron qui dirige le bateau pour chaque franchise, c'est Tom Thibodeau et Nate McMillan. Ouais. C'est eux et c'est non négociable. Il n'y a pas de Gallinari, de Lou Williams ou de Taj Gibson, c'est eux. C'est eux les patrons. Ouais, je suis d'accord. Donc il faut voir quel coach va prendre le dessus sur l'autre. Dites-nous vous ce que vous pensez de ce point tactico-technique et comme l'a mentionné Alex aussi, comment ça va se passer pour Monsieur Julius Randle et la défense sur Magaté. On enchaîne ? Ouais, on y va. Un joueur à suivre. Sur cette série, il y a plein de joueurs disponibles, on en a parlé de plusieurs. Alex, quel va être le joueur que tu vas suivre en priorité sur cette série entre les Knicks et les Hawks? Monsieur R.J. Barrett. Ouais. Parce que Julius Randle va être ciblé défensivement. C'est sûr. Enfin, ça va. Nate McMillan, tu l'as dit, c'est peut-être pas l'équipe la plus défensive de la Terre, là c'est Hawks, mais enfin ça va quoi. Ils vont envoyer ce qu'ils vont pouvoir envoyer. Ils ont plein de mecs à tester potentiellement. On verra comment ça va se passer et tout. Mais R.J. Barrett, moi j'aime beaucoup sa saison. Il a beaucoup progressé par rapport à sa saison de rookie. Ouais, on n'en parle pas assez. Non. Il a bien gonflé les pecs là, sur un paquet de matchs. Et il nous a montré plusieurs facettes. Déjà qu'il était capable de s'appliquer et de progresser au tir au cours d'une saison. Ce qui est très important de savoir faire ça. Deuxièmement, que athlétiquement, on est sur l'un des swingmen bien relou à jouer dans cette ligue. Bien relou. Cette espèce de faux lent puissant avec, tu dis, oh putain, il est explosif en fait. Puis après, tu fais, oh putain, quand il accélère, la papade gauche, le drive, il est chaloupé et tout machin. Ouais. J'aime bien Kevin Huerter. J'aime bien Bogdanovic, tout ça. Je veux bien voir comment Atlanta va défendre sur R.J. Barrett. Et je veux bien voir comment R.J. Barrett va profiter de certaines largesses. Il va en avoir, c'est sûr. C'est pas du tout le meilleur secteur défensif d'Atlanta, surtout si Cam Reddish n'est pas là. Et DeAndre Hunter, c'est pas vraiment son rayon d'action, ce genre de mec. Il peut, hein. Je dis pas que tu l'envoies pas. Hein. Non, ça va pas être c'est pas son rayon d'action préféré. C'est quand même un joueur très extérieur, R.J. Barrett, qui va en drive et tout, qui limite, il peut être le ball handler, quasiment le usage rate avec le deuxième usage rate, derrière Julius Randle, tu vois, clairement, hein, avec du Derrick qui va sortir du banc et tout. Donc, il va y avoir un truc très intéressant à jouer pour doper au maximum cette attaque d'Enix qui a parfois un peu de mal à trouver du rythme. Je pense que beaucoup de choses peuvent passer par le sophomore R.J. Barrett, qui donc pour ses premiers playoffs, va découvrir les playoffs au Madison Square Garden avec un maillot d'Enix sur les épaules, et il a l'occasion de devenir une resta. Bien sûr. R.J. Barrett, la défense des Hawks, c'est une belle occasion pour lui.
Moi, bien j'y sûr. crois. Et surtout quand on vient de voir ce qui s'est passé avec Ja Morant, toute la hype qu'il y a sur Zion Williamson, le troisième garçon du podium, c'est Donc, il RG. peut arriver à faire. Pardon, En fait, on mais, est 3 dans la draft. Ouais, on est 3 et puis en fait moi je suis bien placé pour passer un petit tour de playoff en fait Ouais, potentiellement. ouais, complètement. Bonjour. Complètement. Ouais. Tu vois. Rappelez-vous que Donc, je suis un numéro, un top 3 de draft, donc c'est clair. Je trouve qu'en régulière cette année il nous l'a bien rappelé et qu'on en a pas tant parlé que ça. Non, c'est clair. Et il finit sa saison à plus de 40% à 3 points, RJ Barrett. Hein. Non, il a fait grave le taf, il a progressé dans tous les aspects du jeu, c'est très fort. Tu sais Ça va que. Un vrai casse-tête. Ouais. Franchement, moi je suis Nate McMillan, je fais bon, j'espère qu'il va se chier un peu dessus parce que s'il commence à nous rentrer, il peut faire des fautes, il peut vraiment te faire chier. Et c'est pas Bogdanovic qui va. Non, je veux bien dire, sûr. Et si tes Hawks, Bastien, tu vas savoir ça mieux que moi, mais partent sur le 5 majeur, Trae Young, Bogdanovic, je sais DeAndre pas Hunter. qui en 3, DeAndre Hunter a priori, John Collins Capella, par exemple, d'accord, 5 majeurs. T'es d'accord avec moi que tu vas avoir souvent du Bogdanovic sur RJ Barrett. Oui, bien sûr. Après, ils peuvent il faut y envoyer aller. Bogdanovic suivre Reggie Bullock dans les écrans et envoyer DeAndre Hunter sur RJ Barrett. Hein, c'est possible, hein, les Non, deux mais de ça la va même orienter. draft, d'ailleurs. Ça va orienter à fond vers Capella et essayer d'avoir des rotations pour. Mais c'est clair que RJ Barrett, il peut prendre l'avantage sur un gars comme Bogdanovic, en tout cas au jeu physique. Il lit bien il lit bien les trajectoires, il lit bien les drives, il peut emmerder Capella, lui faire des fautes. Enfin, il peut vraiment. Enfin voilà, il a un vrai rôle à jouer et je pense qu'il va être crucial pour ses premiers playoffs. Je suis bien d'accord. Oh, il y a trop de joueurs. Je crois que j'aurais besoin de 3 quarts d'heure parce que j'ai envie de parler de Derrick Rose qui peut nous entrouvrir. Derrick Rose, on n'a pas beaucoup parlé. Ah la vache, Derrick Rose, il peut nous entrouvrir. C'était un des gars que j'avais sur ma liste. Bogdanovic rêve depuis des années. Il était chez les Kings de jouer les playoffs. Je pense que pour Bogdanovic, les playoffs, il va être là genre c'est cool. Moi, je connais la Serbie en fait. Je sais pas si vous connaissez. Donc moi en fait, ça il y a des me. fumigènes. Oh, c'est rigolo. Ouais. Les fumigènes. Oh, le Madison Square Garden, ils traitent tous ma daronne. Enfin, tu vois, le mec, ça le fait trop rire. Capella C'est aussi, clair. évidemment, qui peut faire un chantier dans le secteur intérieur. Non, moi, évidemment, le garçon que je vais surveiller par-dessus tout, c'est monsieur Ice Trae Young. On y est, ça y est. On en a parlé dans d'autres previews. On parlait là de Devin Booker qui découvre les playoffs dans la série entre les Suns et les Lakers. Trae Young est en playoffs. Trae Young voulait les playoffs. Il y est. Avec nos amis les Hawks, il est bien entouré avec un coach. Il a plus de problème de Lloyd Pierce. C'est bon, t'as retiré ça. Tu as Nate McMillan, t'as les bons coéquipiers. Il y a des tueurs à gages à côté de toi, soit pour sanctionner à 3 points, soit pour venir compléter tes défauts défensifs. Donc Trae Young, la scène, elle est là. Trae Young, les Madison premiers Square. playoffs de Trae Young. Trae Young, les premiers playoffs de Trae Young. Madison Trae Square Young, Garden. Madison Square Garden. Trae Young versus Derrick Rose. Trae Young versus Tom Thibodeau. Je veux dire, il a des clés dans cette série qui sont énormes. Et il y a plein d'aspects qui me fascinent. Déjà, comme on le sait, et moi ça fait évidemment des mois que j'en parle par rapport au jeu de Trae Young, toutes ces petites fautes provoquées là, ces petites fautes où tu attends que le défenseur il te rentre dedans et tu vas chercher les lancers, on est en playoff. C'est terminé. Normalement, il devrait en avoir moins. Il va y en avoir nettement moins et je pense que non seulement il y a de la VHS bien envoyée par le staff d'Enix pour montrer que ça c'est terminé, et ils ont raison. C'est clair. Mais en sinon, plus, de toute façon, l'arbitre va pas sortir du Madison Square Garden vivant. exactement, ni d'Atlanta d'ailleurs. Mais je pense qu'il va y avoir déjà un truc très intriguant, c'est savoir comment le jeu de Trae Young, qui jusque-là a été un jeu de saison régulière, s'adapte au jeu des playoffs. Comment est-ce que Trae Young en playoff joue et comment est-ce que Trae Young joue en playoff face aux Knicks, face à une défense énorme. Évidemment les choix de tir, la gestion aussi des passes, ces espèces de balles perdues que moi je vois en saison régulière H24, c'est-à-dire c'est des passes un petit peu osées mais en fait il y a égalité et on est en fin de troisième quart-temps. Il faut les limiter, il faut qu'on soit sur une vraie série de playoffs de Trae Young où en fait on regarde le truc et on se dit oh en fait merde c'est une superstar en fait. En fait, ok, on a parlé de Julius Randle, on a parlé des Knicks, mais en fait, les Hawks, ils ont géré cette série, et le mec qui a roulé sur les Knicks parce que c'était trop dur, parce qu'il y a eu des matchs où ils pouvaient juste rien faire, trop de lancers provoqués, trop de 3 points rentrés, des daggers, des bonnes passes, toutes ces petites choses. Je pense que certains se souviennent notamment d'un match, c'était totalement aléatoire, mais d'un match d'Atlanta à Toronto, ou plutôt Tampa Bay, où il attire toute la défense et il donne un panier à Tony Snell à 3 points pour la gagne. C'est typiquement le genre de choses que Trae Young doit nous montrer. C'est, je vais me faire cibler à fond. Comment est-ce que je réponds ? En défense, pareil. Il va se faire cibler de ouf. Il va se faire cibler de ouf. Comment là, est-ce que ça se Emmanuel passe ? Quickly, les Derrick Rose et tout, ils vont y aller, ils vont mettre l'épaule. Et RJ Barrett et tous ceux-là, exactement. Ils vont venir. Se présenter. Alec Burks et compagnie vont dire Bien oh sûr. putain, il y a Trae Young, trop bien. Ouais. On y va, on l'expose. Et donc, cette scène, elle est faite pour Trae Young. C'est un joueur flashy,
classe que moi j'adore et qui va jouer au Madison Square Garden normalement minimum 2 matchs et j'espère un peu plus, tu vois, si la série va assez loin. Et en plus de ça, on le sait aussi, je sais que ce sont pas les mêmes conférences ni les mêmes confrontations, mais Trae Young, lui, ce qu'il veut, c'est juste envoyer un texto à Luka et dire bah écoute, moi je connais les demi, frère. Dans cette confrontation, si tu veux, qu'il y a aussi entre ces joueurs. On a dit que là, il y avait Luka qui allait en playoff notamment, parce qu'on continue à comparer ces joueurs. Je veux pas le remettre sur la table, mais je peux vous garantir qu'entre joueurs, ça discute. C'est sûr et certain, parce que c'est comme ça, ils ont été draftés ensemble. Et donc, Trae Young, il y a une bête d'opportunité. Ah, vas-y, régale-nous. Régale-nous. Et je pense qu'il est capable. Bah, bien sûr qu'il est capable. Comme il peut aussi devenir ultra frustrant et qu'on dise genre, bah voilà, Trae Young surcoté, lol. Sa petite nonchalance à la con, là, faut qu'il nous gomme ça, là, c'est le moment. Parce qu'en face, il va y avoir des mecs qui vont hustle 48 minutes, par contre. Hein. Exactement. Ça, c'est clair, hein, par contre. Hein. Même un Elfrid Payton, pour les quelques minutes qu'il va avoir et tout, il va lui rentrer dedans, tu vois. Bien sûr. C'est sûr. Tout à fait. Même Tom Thibodeau a parlé de potentiellement mettre Nilikina sur lui. Enfin bref, il y a des... Ouais, bon, alors ça, Tom Thibodeau, il me fait rire, là. Il balance des infos... Enfin, des intox dans tous les sens. Moi, j'étais chaud, j'étais là, genre, ah bon, vas-y, oui, on va Franck. Je téléphonais à Pat Ewing, il est prêt à jouer pivot, là, il est prêt à rentrer et tout, tu vois. Alors, allez, bah, chez moi, en 2001, hein. C'est la bataille des vieux briscards. Dans tous les cas, dites-nous, vous, quel va être le joueur que vous allez le plus surveiller sur cette série. Il y en a plein qu'on a mentionné. Alex, on va devoir terminer avec un pronostic. Pronostico. C'est parti, je suis prêt. Pronostic time. Pendant que Alex check ses notes, bien évidemment, je vous laisse vous nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette série. Est-ce que les Knicks, avec l'avantage du terrain et un Madison Square Garden plein à craquer, vont passer en demi-finale? Je vois que Alex se marre. Ou bien les Hawks créent la surprise et deviennent l'ennemi de la nation? Je te laisse évidemment démarrer, Alex, avec ton pronostic. Série ultra serrée. 4-3 pour les Knicks. Ça gagne en 7 au Madison Square Garden. On va renouer avec les Knicks en Game 7 au Madison Square Garden. Et je pense que on n'est pas prêt pour l'ambiance qu'il va y avoir à New York dans cette série et à Atlanta. Parce que s'il y a 7 matchs, c'est qu'Atlanta va rendre coup pour coup. Comme tu l'as dit, Bastien, ils se sont rendus déjà pas mal de coups pendant les matchs de régulière. Je pense que ces deux équipes qui ont vraiment les points faibles des qualités de l'adversaire. Enfin, il y a un côté, genre, ça va se rendre coup pour coup de manière assez bizarre. On peut avoir des matchs très serrés, mais à coup de run. On peut aussi avoir des matchs où les équipes se lâchent pas, mais je vois beaucoup de matchs serrés, en tout cas, quoi qu'il arrive. Parce que c'est des équipes qui sont capables d'avoir des petits trous d'air, ou défensifs, ou offensifs, avoir des petites galères et tout, mais qui vont jamais lâcher, qui vont toujours revenir à la charge, avec des coachs, comme tu l'as dit, expérimentés, quand même un peu de talent de chaque côté, avec des jeunes joueurs qui vont découvrir les playoffs. Donc ouais, moi je dis 7 matchs, et je dis victoire des Knicks, qui passe un tour, après avoir battu les Hawks en 7. Évidemment, s'il y a un Game 7 entre les Knicks et les Hawks, vous savez sur quelle chaîne il est commenté. Tu m'étonnes. 4-3 Atlanta. Oh, d'accord, je crois que t'allais dire 4-2, tu vois. Non, on termine là-bas. Toi, tu finis là-bas, toi. Ouais. Je pense qu'on n'est pas prêt pour cette série. Je pense qu'il peut même y avoir un scénario, je vais te dire, hein, je pense qu'il peut même y avoir un scénario dans lequel où les Knicks ou Atlanta mènent 3-1 et où en fait ça part totalement en couille, il y a des ajustements dans tous les sens. Cette série me fascine. Il y a des coachs, comme je l'ai dit, qui peuvent totalement modifier leur line-up pour essayer justement de ramper jusqu'à la victoire. Il y a des confrontations au sein même de la série. Il y a des joueurs qui jouent leur contrat. Julius Randle versus Joe Collins. Il y a des jeunes qui doivent utiliser cette plateforme pour essayer de montrer à quel point ils sont forts. DeAndre Hunter, RJ Barrett. Il y a des anciens qui doivent se rattraper. Derrick Rose, Gallinari. Moi, je suis complètement fan de ce qui va se passer sur les prochains soirs. Je crois que Atlanta, juste, si je leur donne 4-3, je sais qu'à New York, ça semble incroyable d'aller gagner au Madison Square Garden sur un Game 7. C'est genre quasi infaisable. Mais je pense que sur toute une série comme ça, Atlanta a plus d'options offensives et que dans ce genre de série à trancher, ça peut faire la différence. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un Lou Williams game ou un Danilo Gallinari game, je dis pas qu'il peut pas y avoir un Alec Burks ou un Derrick Rose, etc. Mais je trouve qu'il y a plus d'options en attaque côté Atlanta et que si ça sert défensivement, je crois que ça va faire la différence. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'options pour que Atlanta puisse vraiment se chier dessus, surtout qu'ils sont patients justement en attaque et qu'ils savent mettre en avant leurs joueurs qui sont chauds. Je dis 4-3, je dis vive le sang, je dis vive le trash talking. Ça va parler dans tous les sens. On dirait pas comme ça, mais ça va grave chahuter. Vive Spike Lee au premier rang, vive Migos et 2 Chainz. C'est une bataille dans tous les sens. Moi, je kiffe ça et je pense que ça se finit en 7 avec un match commenté en direct sur le canapé de Trash Talk.
Écoute, puisses-tu dire vrai? En tout cas, on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il y a un Game 7. Mm-hmm. Donc bien évidemment, les gens qui nous disent 4-0 Knicks ou 4-1 Hawks, hein, Mais pourquoi pas? pourquoi pas? Ça peut aller dans tous les sens. 4-0 Knicks sera un peu violent quand même, je pense. Mais... Je suis d'accord. Bah alors le 4-0 Hawks, t'imagines? Lol. Dites-nous, vous, quel va être votre pronostic sur cette incroyable série. Je rappelle bien évidemment que demain, ce dimanche, le Game 1, il est commenté en direct dans la fournaise du Madison Square Garden. À 1h du matin. Exactement, ou dans le Madison Square canapé de Bibi. On sera là avec Alex pour foutre le feu dans votre maison. On vous retrouve dans les commentaires. Et Alex, si je dis pas de bêtises, il doit nous rester une petite série à preview. Une petite série, toute petite comme ça. Hop, Toute et petite. Et c'est parti, il y aura les 8. Des bisous, Ciao, ciao. à très vite. Ciao. Ciao. Ciao.